Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Laissez-moi vous présenter Pankaj Mishra. Bonjour. Pankaj Mishra, vous êtes un penseur indien. Vous avez publié The Age of Anger, l'âge de la colère, un essai dans lequel vous analysez une pandémie de colère née non pas d'un choc des civilisations, mais d'un ressentiment qui montrait de manière simultanée depuis Raqqa jusqu'à Pittsburgh, en passant par Londres, évidemment, avec le Brexit. Les Français ne vous connaissent pas, ils vont vous entendre tout simplement parce que vous n'êtes pas encore traduit, même s'ils peuvent vous lire dans un livre collectif intitulé L'âge de la régression, publié aux éditions Premier Parallèle. Avant d'évoquer cet âge de la colère, pouvez-vous nous dire dans quelle mesure cette colère fait écho à ce qui vient de se produire en Angleterre avec ces élections et législatives, Pankaj Mishra? Well, we saw the first manifestation of this anger about a year ago. Une première manifestation de cette colère il y a à peu près un an pendant le référendum du Brexit, et à cette époque nous avons vu qu'il y avait beaucoup de démagogues qui manipulaient le public et qui les avaient fait voter pour quitter l'Union européenne. Et cette campagne a été faite avec beaucoup de désinformation, de propagande et même de mensonges. Et depuis cette année, beaucoup de monde ici dans ce pays ont appris que le Brexit ne serait pas simple et qu'il y aurait des coups intenses pour de nombreuses personnes dans ce pays. Et l'autre chose dont les gens se sont rendus compte, c'est que la source de leur souffrance n'était pas véritablement dans ce que faisaient les bureaucrates à Bruxelles, mais ce qui se passait dans ce pays au niveau des dépenses publiques et au niveau de ce régime d'austérité dure qui a été imposé sur une grande partie de la population. Et ce que nous avons pu observer ce soir, cette nuit, c'est quelque chose, une conscience beaucoup plus fine de là où nous sommes politiquement dans ce pays, et un rejet des politiciens, comme nous l'avons vu dans votre pays, une désaffection très profonde envers ces hommes et ces femmes politiques, et une préférence pour des gens qui parlent une langue totalement différente, avec Jeremy Corbyn, quelqu'un qui parle du bien-être collectif et qui ne correspond pas aux idéologies défaillantes du passé comme le néolibéralisme. Et je pense que c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui politiquement. C'est ainsi que vous analysez le revers infligé à Theresa May au Parti conservateur. Elle n'a pas fait sociale, même si elle avait promis d'en faire, et c'est pourquoi aujourd'hui le Labour a reçu plus de voix dans les urnes qu'il n'en avait reçu auparavant. Oui, tout à fait. Ce que nous avons vu cette année, c'est une première ministre qui n'a pas été capable de définir une politique claire sur quoi que ce soit. Bien sûr, le Brexit, c'est la chose la plus importante, c'est une question existentielle même pour ce pays. Et je pense que de nombreuses personnes se sont rendues compte de cela, que les conservateurs qui ont mené ce pays à un référendum désastreux n'avaient aucune idée comment permettre à ce pays d'aller dans un endroit beaucoup plus sûr. Annabelle Grelier. Oui, vous parliez tout à l'heure des mensonges pendant la campagne du référendum du Brexit. Et effectivement, Theresa May et le gouvernement Tory à l'époque, enfin en tout cas les Brexiteurs, avaient promis que l'argent qui a été donné à l'Europe serait reversé au NHS, par exemple, et que finalement la Grande-Bretagne s'en sortirait beaucoup mieux avec cet argent pour tout son système social. Et en fait, dans cette campagne, elle a complètement rétro-pédalé sur une des mesures de son programme qui prévoyait l'augmentation de la contribution des seniors aux frais de santé. Et c'est en fait le mensonge qu'ont senti les gens. Oui, tout à fait. Et c'est l'un des mensonges qui ont été exposés, qu'elle avait essayé de présenter en tant que socialiste, un petit peu en tant que quelqu'un qui s'occuperait de l'État social-démocrate. Mais finalement, c'est devenu de plus en plus clair pour de nombreuses personnes qu'elle faisait des signes vers la gauche tout en tournant vers la
droite. C'est ce qu'on dit, c'est une expression qu'on utilise en Chine. Et ce qui a été vraiment exposé, c'est une campagne systématique que l'on observe depuis plus d'1 an. Une campagne de propagande, de mésinformation, de xénophobie, beaucoup de rhétorique anti-immigration, anti-migrants. Et qui a été amplifié aussi par des médias incroyablement de droite et surtout les tabloïds de ce pays. Lorsque vous dites ça, Pankaj Mishra, on pense à votre essai The Age of Anger, l'âge de la colère, et puis à l'élection de Trump, puisque finalement, ce qui a rendu votre livre célèbre, c'est que sa parution a été concomitante à l'élection de Donald Trump. Vous sembliez fournir des clés. On va entendre Donald Trump dans l'un des moments les plus importants de sa campagne où il proposait de construire un mur. It's a vital tool, it's an important tool, it's maybe the most important tool that they can think of. We're going to build the wall, we have no choice. We have no choice. Build that wall, 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 build that wall. Comme vous l'avez entendu, si vos tympans sont encore en bon état, Donald Trump proposait donc de construire un mur en disant donc qu'il s'agissait d'un outil important entre les mains du politique, un mur pour séparer les États-Unis du Mexique. Pankaj Mishra, vous expliquez l'élection de Donald Trump au sein d'un mouvement qui est un mouvement de colère internationale, d'une pandémie liée au ressentiment des peuples. Expliquez-nous en quoi cette élection pour vous était largement prévisible. Je pense que ce qui s'est passé dans de nombreux pays dans le monde, c'est un processus de repolitisation en colère, après plusieurs décennies de dépolitisation. Alors qu'on avait confiance en la croissance économique, en le marché qui produisait le résultat idéal pour tous. Et le rôle de l'État, le rôle de la politique, à l'époque, avait été marginalisé. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un retour par rapport à cette idéologie, à cette pensée, ce néolibéralisme, pour parler de manière générale. Une politisation qui a pris des formes très malheureuse, surtout aux États-Unis, une politisation qui dépend vraiment de l'exclusion, de la démonisation de certaines parties de la population. Et il s'agit de recréer la solidarité, mais la source encore plus profonde, c'est vraiment le ressentiment. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui se sentent exclus de ces promesses modernes d'égalité et également cette promesse plus contemporaine de prospérité que la mondialisation ou en tout cas le capital mondial va apporter des avantages à pratiquement tous les habitants de la planète. Et ceci, eh bien, on sait que c'est un mensonge, l'inégalité croît, que l'on soit de la classe moyenne, voire basse, en Inde, et on souhaite la mobilité sociale ou qu'on soit de personnes de la classe basse aux États-Unis, on se rend compte que ces promesses d'égalité sont un mensonge. C'est important que vous parlez de l'Inde car en fait, votre réflexion elle a débuté, dites-vous, dans votre essai en Inde, notamment avec l'élection de Narendra Modi qui était le gouverneur du Gujarat. Le Gujarat est un État indien extrêmement industriel avec une problématique d'opposition forte entre les hindouistes et les musulmans, plusieurs émeutes, un nationalisme très fort défendu par Narendra Modi, allié avec une politique d'industrialisation et de construction des infrastructures qui a été jugée plutôt réussie. Aujourd'hui, Narendra Modi est Premier ministre de l'Inde. On écoute ses supporters. Euphorie et adoration pour celui qui pourrait bien devenir le prochain Premier ministre de l'Inde. Narendra Modi, chef du parti nationaliste hindou BJP, principal parti d'opposition, bénéficie d'un soutien solide dans sa ville natale du Gujarat. On ne veut pas voter pour le parti du Congrès ou le BJP. On veut juste voter pour Modi. Il ne vient pas d'une famille princière. Il vient d'un milieu pauvre, donc il comprend les besoins des pauvres et de la classe moyenne.
Modi est pour vous, Pankaj Mishra, le modèle du démagogue moderne. Il est en train de mener une politique qu'on pourrait qualifier d'inquiétante, j'utilise un euphémisme. En Inde, les Français le savent peu. Est-ce que vous pouvez nous résumer la politique de Modi aujourd'hui ? Je pense que ça nous permet de mesurer les temps un peu fous dans lesquels nous sommes. Quelqu'un comme Modi n'est pas assez dans les médias parce qu'on est obsédé aujourd'hui par Donald Trump. Et ici, en fait, nous avons quelqu'un qui devrait être en prison et depuis longtemps pour son rôle dans le massacre de centaines de musulmans dans le Gujarat, son État, en 2002. Et pourtant, il est là, il est Premier ministre de l'Inde et il fait la destruction de la démocratie. En ce moment, en fait, une expérience de démocratie dans le monde très importante en Inde. Et ceci est aujourd'hui sapé par, non seulement par l'État, par aussi du nationalisme, des groupes de nationalistes qui existe aujourd'hui depuis qu'il est au pouvoir, depuis 2014. Et son élection en 2014 m'a poussé à écrire ce livre et à comprendre pourquoi il avait obtenu cette position, quelqu'un qui a été accusé de meurtre de masse, dans un contexte plus vaste de démagogie. Et pour donner un exemple des mesures prises par Modi depuis qu'il est Premier ministre de l'Inde, il a établi un certain nombre de lois relatives aux vaches qui, comme on le sait, sont sacrées pour les hindouistes, des vaches qui en réalité ne peuvent être tuées pour leur consommation que par les musulmans. Aujourd'hui, si un musulman tue une vache, il peut être condamné à mort. Oui, condamnés à mort. Il peut aussi y avoir des gens qui vont se lancer sur eux. Il peut y avoir les lynchages. C'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs ces derniers mois. Et la machine du gouvernement ne dit rien, voire facilite ces actes de meurtre. Et les ministres du gouvernement justifient même ce type d'action illégale. Mais alors, lorsque vous dites que Modi est finalement représentatif des démagogues modernes qui sont comme al-Baghdadi à la tête de l'État islamique, comme Donald Trump à la tête des États-Unis, même si évidemment les agissements des uns et des autres ne sont pas identiques, vous voulez dire qu'il y a finalement chez eux une manière d'exploiter le ressentiment, la frustration des peuples, et pourtant ce que l'on voit en Inde, notamment au Gujarat, c'est un développement extrêmement fort. Le Gujarat est aujourd'hui un État puissant sur le plan économique. Est-ce que finalement cette colère des peuples, elle est en quelque sorte en phase avec le décollage économique de votre pays, de l'Inde ? Dans un pays comme l'Inde, il y a la révolution des attentes en croissance. Et ici, c'est là qu'on a ces désordres politiques, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sortent de la misère, de la pauvreté, et qui ont ensuite l'impression d'être bloquées dans leur chance de mobilité vers le haut. Et c'est là qu'on a les démagogues qui arrivent, qui proposent aux personnes qui souffrent ou qui sont frustrées une façon d'avoir une solution facile, souvent qui ne va pas fonctionner. Et dans l'histoire, ça a toujours été la norme. Ce n'est pas les pays les plus pauvres où il y a des démagogues ou des figures autoritaires comme Modi, mais c'est uniquement quand il y a un certain degré de progrès, de développement, une promesse de prospérité, de stabilité, de sécurité. C'est là que ces choses, eh bien, on n'arrive pas à les atteindre. Et on a vu 20 années de mondialisation en Inde, toute une génération a fait l'expérience de cette période de croissance et puis tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont exclus des avantages de cette croissance. Et c'est là que se trouve la colère exploitée par Modi. Pourtant, les chiffres sont en quelque sorte à l'inverse de votre thèse. Lorsqu'on prend les chiffres de la pauvreté, on voit que le taux de pauvreté à l'échelle mondiale est passé de 51 à 10% depuis 1981 jusqu'à aujourd'hui. On pourrait se dire qu'une bonne partie de l'humanité est tirée d'affaire, Pankaj Mishra. En fait,
plus on est dans une bonne situation, plus on a de chance dans la vie et plus on a d'attentes. Et c'est là que la frustration, la déception croissent aussi. Il faut comprendre que c'est un paradoxe. Les gens émergent de la pauvreté, ce n'est pas un processus linéaire. On ne leur garantit pas automatiquement une vie stable et sûre et non plus la prospérité. Leurs attentes se développent. Et si les institutions politiques et économiques ne leur rapportent pas ces espoirs, cette prospérité espérée, ils sont de plus en plus frustrés. C'est ce qu'il y a de paradoxal dans votre livre. En fait, vous vous fondez sur une notion qui a été développée par Tocqueville, la frustration relative. On appelle ça la relative deprivation en anglais. Vous dites finalement qu'à mesure que le niveau de vie des individus progresse, une partie d'entre eux est de plus en plus enclin à développer de la frustration et du ressentiment, précisément parce que ils voient une partie des individus jouir d'un niveau de vie, d'une richesse importante. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas dans le livre. C'est le régime chinois qui est obsédé par Tocqueville. Il y a 5 ans à peu près, le Parti communiste de Chine, et bien tout le monde qui en faisait partie devait lire Tocqueville à cause de cela, parce que on disait que la révolution est possible lorsque les chances dans la vie sont améliorées, lorsque les gens ont une meilleure situation et lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres gens qui ont une situation encore meilleure. Ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que finalement vous considérez qu'il y a quelque hypocrisie à se draper dans la religion, et là je parle de l'islam et je parle des mouvements radicaux musulmans. Vous considérez qu'il n'y a pas de choc de civilisation, et si vous prenez la séquence longue depuis la révolution iranienne jusqu'à la fondation de l'État islamique, vous considérez finalement que l'on a affaire non pas à des chefs religieux mais à des démagogues qui instrumentalisent l'islam au profit donc de luttes qui sont des luttes tout simplement politiques. Notre obsession par rapport à la religion et notamment à l'islam, eh bien, je pense qu'elle a été contre-productive au niveau politique, elle a été puérile intellectuellement parlant, parce que le terrorisme, la militance peuvent arriver dans n'importe quelle région du monde, dans n'importe quelle communauté religieuse, nationale. On l'a vu plusieurs fois d'ailleurs. Depuis la Révolution française, la terreur, c'était un instrument à l'époque. Et pendant le 19e siècle, bien sûr, nous avons aussi vu du terrorisme anarchiste qui était mis en place par différentes personnes, les Russes, les Espagnols, l'Italie. Donc toute cette notion selon laquelle la violence militante, le terrorisme vient d'une tradition musulmane ou de la population musulmane, et c'est idiot, cela ne prend pas du tout en compte la longue histoire du terrorisme. Et pas seulement, mais aussi les faits contemporains du terrorisme. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des nettoyeurs ethniques bouddhistes en Thaïlande, au Sri Lanka, en Birmanie. Comment expliquer cela ? Comment expliquer cette violence? Est-ce que ça veut dire que le bouddhisme est pour la violence? Non. L'exemple birman est particulièrement parlant. Il y a un film qui vient de sortir cette semaine en France, un film de Barbara Schroeder, qui est un documentaire sur un moine, le moine W, c'est l'initiale de son pseudonyme. Ce moine démontre qu'au travers du bouddhisme, il y a en réalité un discours qui est profondément nationaliste et, pour faire court, raciste à l'encontre des musulmans et d'une minorité, les Rohingyas, 2 millions de personnes en Birmanie. Et est-ce que là, par exemple, on a la preuve que le bouddhisme, pas plus qu'une autre religion, n'est et immunisé d'un certain nombre de phénomènes violents, Pankaj Mishra? En fait, ce que j'essaie de décrire dans mon livre, c'est la façon dont l'islam, mais aussi l'hindouisme, le bouddhisme ou le judaïsme, toutes ces religions traditionnelles ont donné des formes politiques très explicites au début du XIXe siècle par des personnes dans ces communautés religieuses qui se sentaient très peu sûres à une période où les changements étaient rapides. Et ils ont commencé à développer des idéologies, le zionisme, l'islam politique, l'hindouisme, le nationalisme hindouiste ou bouddhiste.
Et ce changement a eu lieu au XIXe siècle. Et il faut vraiment comprendre cette conjoncture historique pour comprendre où nous sommes aujourd'hui et comment même le bouddhisme peut aussi être utilisé politiquement. Ce qui veut dire que finalement c'est toute une tradition irreligieuse qui en France est incarnée par Voltaire. C'est cette tradition qui, selon vous, a perdu. Elle appelait les individus au libre arbitre, à la raison. Et aujourd'hui, eh bien, elle a maille à partir avec une autre tradition qui est incarnée par un autre penseur français. C'est pas par chauvinisme que je le dis, mais c'est parce que ce sont les deux penseurs que vous évoquez, Voltaire contre Rousseau. Et pour vous, c'est Rousseau qui est en train de gagner. Déjà, à la fin du XIXe siècle, il y avait des gens qui résistaient à l'idée de la raison, des Lumières, Freud par exemple. Toutes sortes de gens qui disaient que ces notions étaient trop simples. L'idée de l'individu rationnel qui travaillait pour ses propres intérêts. Et dans ce contexte, l'on voit aujourd'hui la montée du nationalisme ethnique, racial, le terrorisme anarchiste aussi. Ceci nous prouve une fois de plus que cette notion d'un individu humain défini par la raison et qui cherche ses propres intérêts commerciaux que Rousseau a commencé à critiquer au XIXe siècle. Ceci a atteint une forme politique beaucoup plus vaste aujourd'hui et dans le monde entier. Donc dans ce grand débat Voltaire-Rousseau, ce que l'on voit, c'est que Rousseau finalement ressort en tant que gagnant au niveau de sa critique qui a aujourd'hui été développée par de nombreux mouvements politiques, des personnalités politiques, et la rhétorique du nationalisme, du patriotisme, c'est une chose que l'on peut faire correspondre au livre de Rousseau. Mais c'est un constat extrêmement désespérant que le vôtre, tout simplement parce que cela signifie que plus le niveau de vie des individus va s'accroître, plus les frustrations vont elles aussi s'accroître, qu'on ne s'en sortira pas avec le matérialisme, qu'il va y avoir des tentatives donc de différents démagogues de recréer de la communauté avec des discours religieux, avec des discours nationalistes, et que ceux-ci sont finalement aujourd'hui condamnés à être beaucoup plus puissants que tout le bien-être ou le niveau de prospérité que l'on pourrait apporter par le biais de l'économie. Oui, ça c'était la première critique qui avait été faite des Lumières au XIXe siècle. Le fait qu'on n'ait pas porté assez d'attention aux demandes de l'âme et que l'on a une interprétation matérialiste de l'être humain, de la société en général. Et le fait que les êtres humains, eh bien, ils ont beaucoup plus d'intérêts que leurs propres intérêts matériels, qu'ils ont aussi le besoin d'identité, le sentiment d'appartenance, les communautés, qui sont des besoins qu'ils ne trouvent pas dans la société contemporaine. Et c'est là que les démagogues arrivent. Ce qu'ils proposent, c'est une fausse identité, une communauté, un sentiment d'appartenance, en général en excluant un groupe et en prenant des boucs émissaires. On pense aux années 30 en Europe. Écoutez Raymond Aron qui, à l'époque, évoquait l'irrationalité des foules politiques qu'il avait pu constater en Allemagne. Mon contact avec la politique, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Hitler. Or, l'arrivée au pouvoir de Hitler, c'était un homme que je regardais déjà comme un barbare, qui arrivait au pouvoir, soutenu par les masses. Et cet événement ne pouvait pas ne pas me faire voir l'irrationalité fondamentale des mouvements de foule, l'irrationalité de la politique et la nécessité pour faire de la politique de jouer des passions irrationnelles des hommes. Pour penser la politique, il faut être aussi rationnel que possible. Pour en faire, il faut inévitablement utiliser les passions des autres hommes. C'est pourquoi l'activité politique est impure et que je préfère la penser.
Lorsque vous évoquez les démagogues au pouvoir, la montée de l'irrationalité des foules, on se demande, Pankaj Mishra, si finalement vous considérez que le monde est dans une même séquence depuis le début du XXe siècle, avec, mettons, la révolution russe, le nazisme, et aujourd'hui on aurait en quelque sorte une globalisation de ces phénomènes. Est-ce que c'est ce que vous pensez? C'est ce que je dis dans le livre, c'est que les pathologies politiques que nous avons observées en Europe au début, ont commencé au début du XIXe siècle. Les boucs émissaires, qui ont été faits des immigrés, des réfugiés, les efforts pour créer des communautés politiques, en excluant autrui. Toutes ces pathologies aujourd'hui sont mondiales. Au fur et à mesure que la mondialisation, le capitalisme a pénétré toutes les sociétés les plus distantes, les plus lointaines du monde. Ceci présente toutes les pathologies que nous avons observées tout d'abord en Europe. Et donc, de manière simultanée, aux révolutions démocratiques de celles que Tocqueville avait observées en Amérique, ça n'a pas été mondialisé, mais ceci a aussi apporté des problèmes de frustration, de colère, de rage, les gens qui se sentent laissés pour compte et exclus. Alors maintenant, si on essaye de prendre ce mouvement massif en essayant de voir comment il se décline dans les différents pays, puisqu'il va de soi qu'il y a une différence importante entre la politique menée par Donald Trump, celle menée par Narendra Modi en Inde et celle que tente de poursuivre al-Baghdadi avec l'État islamique. On voit par exemple que les systèmes constitutionnels résistent fort bien aux États-Unis. Donald Trump ne peut pas faire ce qu'il veut du pays. En Inde, la situation est déjà un peu plus confuse. Comment expliquez-vous ces différences, Pankaj Mishra? Je pense que cela dépend des trajectoires historiques. Il y a des pays comme les États-Unis, bien sûr, où les institutions démocratiques sont plus fortes que celles de l'Inde. Et donc, ils ont pu résister et supporter un démagogue comme Donald Trump. En Inde, il y a très peu de résistance pour l'instant parce que les institutions ne sont pas fortes, la société civile ne l'est pas non plus. Et donc ce scénario va se développer différemment en fonction des contextes. Mais il ne faut pas oublier que tout ceci se passe dans un cadre beaucoup plus vaste qu'on appelle le moderne. Et se distraire en parlant de religion qui pousse à la violence ou de régions du monde qui poussent les États à échouer ne va pas nous aider. Il faut élargir le cadre pour comprendre et comprendre cela comme un phénomène plus vaste et revenir au début du monde moderne, aux tensions, aux contradictions du projet de modernité, du projet de l'émancipation des individus. L'autre question qu'on se pose en lisant votre essai The Age of Anger, l'âge de la colère, c'est que pendant toute une période, je vais le dire de manière extrêmement abrupte, les dictateurs ont été très mauvais en économie. Que l'on prenne Hitler qui s'est servi du pillage, Franco qui n'a pas réussi à faire décoller l'Espagne. Aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. La Chine est à l'évidence un régime autoritaire. Modi est en train de mettre en place un régime autoritaire en Inde. Et ces deux régimes ne se désintéressent, mais alors pas du tout de l'économie. Et Narendra Modi est plutôt un bon gouvernant sur le plan économique, pas du tout sur le plan politique. Quelque chose est en train de changer, Pankaj Mishra. Je ne suis pas tout à fait d'accord. L'idée que Modi soit un bon manager de l'économie, en fait, le modèle du Gujarat, le fait, l'industrialisation, un État qui a eu beaucoup de succès, en fait, ça fait partie de sa propagande. Et il s'affirme avoir une expertise technocratique. Hitler le faisait aussi. Mais ces affirmations, en fait, sont globalement fausses. Et le fait qu'il lutte pour contrôler ou pour prendre des décisions dans un monde où les vraies décisions économiques se font ailleurs et vivre dans le régime du capitalisme mondial qui réduit la souveraineté, eh bien, signifie que l'on a moins de possibilités de prendre des décisions. C'est l'un des gros problèmes pour les politiciens dans le monde. C'est seulement dans les pays qui ont réussi à imposer un certain contrôle des capitaux comme la Chine
que l'on peut encore prendre des décisions. L'autre différence par rapport aux années 30, si on prend le moment où le nazisme et le communisme s'affrontaient, il y avait des religions séculières avec des individus qui étaient prêts à se sacrifier pour la cause, et on sait comment pendant la Seconde Guerre mondiale les hommes sont allés jusqu'au sacrifice. Aujourd'hui, on voit ce phénomène avec les djihadistes, et justement la difficulté que nous avons pour lutter contre ces gens, c'est que eux aiment autant la mort que nous aimons la vie, c'est la véritable difficulté. Il y a en revanche beaucoup moins de gens dans nos pays qui sont prêts à mourir pour une cause. Est-ce que ça, justement, ça n'est pas un obstacle à la politique des démagogues, Pankaj Mishra? Oui, et heureusement. Parce que je pense qu'au moins un des progrès que nous avons connus, c'est d'arrêter de penser aux causes politiques, ces sacrifices humains, et nous avons vu ces actes horribles au début du XXe siècle, Staline, Hitler, qui demandaient à leur population de faire des sacrifices énormes, qui ont sacrifié des millions de vies à leurs projets. Et je pense que tout démagogue qui exige ce type de sacrifice se trouverait en défaite très rapide. Je pense que nous avons eu un certain progrès à ce niveau-là. Mais en même temps, les notions d'exclusion sont puissantes aujourd'hui. Et avec ces notions, il y a une violence structurelle qui est beaucoup moins visible que, on va dire, la guerre ou les conflits militaires. Violence symbolique, violence structurelle, on peut vous suivre, mais violence tout court. Par exemple, pour l'Inde, est-ce que vous pensez que Modi pourrait aller jusqu'à l'affrontement? Est-ce que la situation avec le Pakistan pourrait dégénérer? Aujourd'hui, l'Inde demeure la plus grande démocratie au monde. Est-ce que vous avez peur, est-ce que vous redoutez Modi au point de penser que l'on pourrait basculer dans une vraie dictature et une vraie dictature belliqueuse? Malheureusement, c'est le trajectoire de l'Inde aujourd'hui. L'économie est en échec. Ces options politiques ne sont pas nombreuses et comme nous le savons, lorsque les démagogues se trouvent désespérés, ils peuvent faire des choses comme la guerre pour essayer d'unir les populations derrière eux. Et je pense que pour l'Inde et le Pakistan, qui ont l'arme nucléaire, les deux pays, l'Asie du Sud, aujourd'hui, est l'une des régions les plus dangereuses du monde, où il est très clair que la guerre pourrait arriver. Que peuvent faire les démocrates en Inde? Vous êtes aujourd'hui en Angleterre, je ne sais pas si c'est un choix personnel ou si c'est parce que vous considérez qu'il serait compliqué aujourd'hui pour vous d'écrire en Inde, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme alternative? On va commencer par la situation en Inde et puis on verra dans les autres pays, Pankaj Mishra. Je pense que c'est très difficile pour les intellectuels, les écrivains en Inde qui se trouvent attaqués de manière consciente par l'État et par les gens qui essayent de protéger l'État. De nombreux écrivains réfléchissent à partir ou ne parlent plus. Parce qu'ils se trouvent attaqués. Et l'opposition, comme je vous disais tout à l'heure, l'opposition à Modi n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez résiliente aujourd'hui. Et Modi a donc un champ beaucoup plus clair que quelqu'un comme Donald Trump. Il est donc difficile de penser une alternative aujourd'hui, parce que l'opposition est tout à fait fragmentée. En fait, elle n'existe pas aujourd'hui. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait plus démagogue que Modi? Est-ce que pour vous c'est la seule échappatoire pour renverser ce régime, ou est-ce qu'on peut avoir confiance dans la démocratie? Par exemple, des commentateurs ont considéré que la non-élection de Marine Le Pen en France marquait en quelque sorte une limite au pouvoir des démagogues. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Oui, je suis d'accord. Et je pense que les élections tous les 4 ou 5 ans, c'est une possibilité pour se débarrasser de ces personnes. Mais le danger, c'est que la rhétorique de leur discours peut infecter la culture politique jusqu'au point où même l'opposition commence à dire la même chose. On a vu ça en Pologne,
la rhétorique est devenue générale et ceci est dangereux pour la santé sur le long terme de la République. Parce que une fois que ce discours est légitimisé, c'est repris par d'autres partis. On l'a vu dans ce pays, les conservateurs ont volé la rhétorique xénophobique du parti indépendantiste du Royaume-Uni. Et nous l'avons vu dans d'autres contextes également. Le discours du UKIP est aujourd'hui intégré au discours des Tories du parti conservateur de Theresa May, c'est ce que vous voulez dire? Oui, exactement. Et lorsque vous voyez donc aujourd'hui cette dérive, ce que vous considérez comme étant une dérive, Pankaj Mishra, est-ce qu'il y a une politique alternative? Est-ce que, par exemple, puisque vous considérez que la colère et la frustration des peuples est à l'origine de ce mouvement-là, est-ce que vous considérez qu'une politique sociale attentive serait de nature à renverser la vapeur? À part une politique sociale, ça c'est une question pour les élites gouvernantes, mais moi j'ai la foi en les mouvements politiques, surtout au niveau des jeunes. Ici, nous avons vu un regain d'intérêt en la politique. Nous avons vu cela aussi aux États-Unis d'Amérique. Les jeunes, pour la première fois, sont arrivés, se sont intéressés à la politique, se sont réveillés au monde, à leur position dans le monde et à un avenir qui leur semblait très noir. Et ils ont décidé d'agir. C'est là que je vois un espoir d'une démocratie qui pourrait renaître. De plus en plus de jeunes entrent dans la vie publique et prennent leurs responsabilités en tant que citoyens d'une république démocratique. Alors, je n'ai pas beaucoup de foi dans les partis établis, dans la politique générale, on va dire, mais ce sont ces jeunes qui vont définir l'avenir de la démocratie en Occident et d'ailleurs dans le monde entier. Ce qui signifie que pour vous, le Labour de Jeremy Corbyn n'est pas une alternative? Si, c'est une alternative. Je pense qu'il a injecté un discours dans la politique qui avait été complètement délégitimisé avant, la compassion, la solidarité. Il a parlé de bien-être collectif. C'est tout à fait différent de l'individualisme égoïste qui avait été poussé depuis 30 ans du néolibéralisme. Et ça, c'est une chose qui parle aux jeunes. Et ils se sentent de manière instinctive attachés à cela. Et Emmanuel Macron, que pensez-vous de son élection en France? Grâce à lui, nous n'avons pas eu un résultat désastreux et ceci nous permet de respirer. Mais je ne veux pas surinterpréter sa victoire. Je ne veux pas non plus avoir trop de foi en sa solution technocratique parce que nous savons que la France, comme presque tous les pays du monde d'ailleurs, n'a pas le même espace de manœuvre comme il y a 30-40 ans, lorsque ce régime de capitalisme mondial n'existait pas jusqu'à ce niveau-là en tout cas. Donc je ne sais pas combien de décisions il peut vraiment prendre par rapport aux promesses qu'il fait aujourd'hui. Donc l'échec est possible là et il ne faut pas se dire qu'il ne pourrait pas y avoir de retour de Marine Le Pen. Et à la fois, ce qu'il y a de très inquiétant dans votre livre, c'est que finalement on se dit que si la situation économique du peuple s'améliorait, rien ne pourrait l'empêcher de produire pour une partie de ce peuple une frustration supplémentaire, puisque vous dites finalement que l'augmentation de la prospérité peut aller de pair avec l'augmentation du ressentiment. En fait, la comparaison a changé, a explosé aujourd'hui. Quand j'ai grandi en Inde, je connaissais que les gens de ma ville et à côté d'eux, on n'était pas pauvres parce que tout le monde était plus ou moins pareil. Aujourd'hui, on peut être dans un bidonville en Inde et être exposé à des images de prospérité à Manhattan, à Londres et penser qu'on est vraiment extrêmement pauvre alors qu'on est en fait de la classe moyenne. Je pense donc que cette révolution des attentes en croissance, c'est la clé pour comprendre où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup Pankaj Mishra d'avoir été avec nous ce matin. C'est Emmanuel Rivière qui vous a traduit. Merci à elle, merci à vos éditeurs qui nous ont permis de vous interviewer ce matin et notamment aux éditions Premier Parallèle où l'on peut vous lire L'âge
de la régression et un ouvrage collectif où il y a un article de vous et The Age of Anger, l'âge de la colère, n'est pas encore traduit en français.